l'ARTP, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, qui pourrait envoyer sa première mise en demeure à l'opérateur de téléphonie Free pour ses promotions dès son lancement le 1er octobre dernier. On vous explique dans un instant. L'incendie ce matin au siège du Trésor public de Dakar, les assurances du ministère des Finances dans un instant. Dans l'actualité politique, il y a la visite de Khalifa Sall à Touba. L'ex-maire de Dakar rencontre le khalife général des Mourides de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké aujourd'hui. Le grand journal sur RFM, à suivre le journal international de Sornan Atambay. Au Mali, le dernier bilan officiel du double attentat fait état de 38 morts et d'une trentaine de soldats retrouvés en vie. Le ministre de la Défense a fait l'annonce à la télévision nationale. Au moment où le deuil national se poursuit, des familles de soldats ont manifesté pour réclamer la vérité sur ces attaques. En Mauritanie, le président Mohamed Ould Ghazouani continue de recevoir ses adversaires lors de la dernière présidentielle. À l'issue d'une rencontre, Sidi Mohamed Ould Boubacar, qui est arrivé troisième, a demandé la fin des poursuites judiciaires contre des opposants. Dans ce journal, un mot également sur le grand dialogue national au Cameroun qui prend fin aujourd'hui. Et ensuite, les sports avec Chertigan Diagne. Au lendemain de la qualification du Sénégal en demi-finale du tournoi de foot de l'UFOA, les quarts de finale se poursuivent ce soir. Burkina-Ghana en derby de voisins pour une place en demi-finale. La colère du président de Zamalek dans le différend qui l'oppose à Génération Foot. Il menace Fatma Samora et Augustin Senghor. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis nous allons aussi parler basketball avec les demi-finales retour de la Coupe du Sénégal en messieurs. Sodetiam nous parlera des deux affiches qui vont se dérouler demain. Le dernier rendez-vous de cette édition, ce sera la rubrique Point de vue. Le débat du jour, les révolutions en vue dans l'espace politique avec la libération de Khalifa Sall et la réconciliation Macky Sall Abdoulaye Wade. C'est le grand journal. Bonjour, bienvenue. Et d'abord, l'hommage national aux 3 casques bleus sénégalais morts dans un accident d'hélicoptère il y a une semaine aujourd'hui. Le capitaine Gorgui Foun, l'adjudant-chef Madi Koli et le sergent-chef Ndiaou Koulibaly faisaient partie du contingent sénégalais de la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique. Cérémonie d'hommage ce matin à Dakar au camp Dial Diop, le siège de l'état-major des armées sénégalaises est présidé par le chef de l'État. Le reportage d'Amadou Sabarba. L'émotion était à son paroxysme. Et oui, une perte n'est jamais facile. Le capitaine Gorgui Foun, aviateur professionnel, l'adjudant Madi Koli, spécialiste en photographie aérienne, et le sergent-chef Ndiawo Koulibaly, mécanicien navigant, décoré à titre posthume au grade de chevalier de l'Ordre national du Lion par Macky Sall, qui s'incline devant les cercueils de ses fils du pays tombés, les armes à la main. Adjudant-chef Madi Koli, nous vous faisons chevalier dans l'Ordre national du Lion. Sergent-chef Ndiawo Koulibaly, nous vous faisons chevalier dans l'Ordre national du Lion. Une cérémonie militaire rapide et sobre s'ensuit des témoignages à l'endroit des disparus. Je suis parent à l'adjudant-chef Madi Koli, quelqu'un de bien et qui avait beaucoup d'ambition. Étant musulman, nous nous remettons à Dieu. C'est un bon fils d'abord, parce que pour moi je suis la maman. Un très bon fils, respectueux, gentil avec tout le monde, sociable, courageux, travailleur. Notre frère, c'était un homme très dynamique, sérieux dans tout ce qu'il fait. C'est un homme religieux, courageux. Le capitaine Gorgui Foun et le sergent-chef Ndiawo Koulibaly reposent désormais à Touba, alors que le cimetière de Yoff sera la dernière demeure du chef Madi Koli. À midi et 4 minutes, cet incendie ce matin au siège du Trésor public à Dakar. On ignore pour l'instant l'origine du feu. Le service communication du ministère des Finances rassure que les pompiers ont pu vite maîtriser les flammes qui n'ont en fait été constatées que dans un bureau seulement, selon la même source qui précise que le Trésor public n'est pas pour autant perturbé. Les caisses restent ouvertes. Il poursuit ses visites de courtoisie auprès de personnalités après sa sortie de prison dimanche dernier. Khalifa Sall, le maire déchu de Dakar, qui a bénéficié d'une grâce présidentielle après près de 3 ans de détention
après sa condamnation dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Il est annoncé à Touba ce matin. L'un de nos correspondants, Mohamed Jodiop, est en direct. Bonjour. Bonjour Babacar Fall, bonjour à tous. Une visite auprès du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, avec donc symbole, une semaine après l'inauguration de la grande mosquée Massalikul Jinan de Dakar. Moins d'une semaine après son élargissement de prison, Khalifa Sall va fouler aujourd'hui le sol de Touba. C'est une visite surtout pour remercier le khalife général des Mourides pour le rôle qu'il a joué dans sa libération, précise un khalifiste établi dans la ville sainte. En effet, ici, beaucoup pensent, Babacar Fall, que l'apport du khalife général des Mourides a été décisif dans la sortie de prison de Khalifa Sall et la pacification de l'espace politique noté actuellement. C'est donc conscient de cela que l'ancien maire de Dakar effectue cette visite après sa halte remarquée dimanche dernier à Massalikul Jinan. Cependant, le caractère de la visite fait qu'il n'y aura aucun comité d'accueil prévu en dehors des responsables du cercle restreint de l'ancien maire de Dakar, dont Badara Barrow, son responsable au niveau régional. À son arrivée, Khalifa Sall va participer à la prière du vendredi à la grande mosquée de Touba. C'est après qu'il sera reçu par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Il visitera ensuite sûrement d'autres dignitaires religieux avec qui il entretient de très bonnes relations, comme la famille de Sokhna May Mbacké Bintou Khadimou Rassoul. L'après-midi sera mis à profit pour une série de rencontres avec ses partisans à Darou Minam. En attendant d'y revenir plus amplement, c'était Mohamed Jodiop en direct de Touba pour la radio Futur Média. Merci Mohamed Jodiop, merci à nos auditeurs qui nous écoutent à Touba et Mbacké sur 98.4 FM. Et toujours aux hommes politiques, le Front de résistance nationale ne risque-t-il pas de voler en éclats? À l'origine de cette interrogation, la demande d'adhésion de l'ex numéro 2 du PDS, celui-ci, Omar Sarr, va continuer à siéger au Front via la structure Soukali Sopi. Ce que n'entendent pas Abdoulaye Wade et le PDS, ils ne sont pas d'accord avec l'adhésion de Omar Sarr dans le front. Et la question devrait être tranchée prochainement lors de la conférence des leaders du FRN. Éclairage de Pape Besdiba. Le cas Omar Sarr en passe de faire éclater le Front de résistance nationale. L'ex numéro 2 du Parti démocratique sénégalais n'est plus le mandataire de son parti puisque remplacé par Wade. Mais Omar Sarr, en dépit de la décision du patron du PDS, a décidé de rester au FRN. Il a à cet effet adressé une demande d'adhésion au coordonnateur du Front sous la bannière de Soukali Sopi. Seulement, le PDS ne s'accommode pas de la présence de son ex-secrétaire général adjoint au sein du FRN, nous signale un membre de ce cadre de l'opposition qui rappelle d'ailleurs que le parti de Wade avait cette même exigence après sa brouille avec Maître Madické Niang. Le PDS, rappelle-t-on, avait même fini par boycotter pour protester contre l'adhésion de Madické Niang. Aujourd'hui, le cas Omar Sarr sera tranché par la conférence des leaders, même si pour certains membres du Front, il n'est pas question que les problèmes internes du PDS soient transposés au FRN. Ces membres du Front qui soupçonnent par ailleurs Wade de vouloir créer un pendant du Front de résistance plus favorable au Parti démocratique sénégalais. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Il est 12h09, merci d'écouter le grand journal sur RFM. L'ARTP envisagerait de taper sur Free, la nouvelle marque de téléphonie de la société Saga Africa Holdings Limited, lancée en début de semaine. Free a débarqué avec des promotions d'entrée très avantageuses pour ses clients, mais sans informer le régulateur qui est l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Georges Détché-Diop. La mise en demeure date du 26 septembre dernier, donc antérieure au lancement de la marque Free le 1er octobre. La RTP, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, reproche à Saga Africa Holding Limited d'avoir procédé à certaines promotions sans l'en informer, ce qui constitue une violation des directives de l'ARTP. Tigo devrait s'en ouvrir à l'autorité 10 jours avant le lancement des promotions visées. Autre grief reproché à Tigo, aujourd'hui Free, l'offre de bonus télécom à la suite
l'interdict des transactions marchandes via Tigo Cash. La même chose avait été interdite à Orange Money. La RTP s'offusque aussi que Saga Africa Holding Limited continue à faire des promotions sur les offres. Illimax est offert malgré l'interdiction de l'autorité. Autant de faits qui sont qualifiés de manquements flagrants et de violation des règles du jeu. Selon la RTP, elles perturbent le fonctionnement régulier du marché et sont de nature à inciter les autres opérateurs à adopter une attitude de défiance et de non-respect du cadre d'exercice des activités de télécommunication. Ainsi, la société de téléphonie est priée de se conformer et très rapidement aux dispositions du Code des télécoms. À défaut, la RTP brandit des sanctions. La RTP qui, selon nos sources, va aussi mettre en demeure très prochainement la marque Free. Ces dernières offres ne sont pas conformes aux directives de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. La RTP qui a été mise devant le fait accompli lors du lancement de la nouvelle marque. Elle a juste été invitée pour la célébration des 20 ans de Tigo. Et on le rappelle, c'est la marque Tigo qui est devenue Free et du coup, son service de transfert d'argent Tigo Cash devient Free Money qui va se bousculer avec Orange Money et e-Money d'Expresso. Et attention, ces services de monnaie virtuelle, de monnaie électronique, peuvent vous rendre dépensier, Mamadou Amardion. Les services financiers sont devenus incontournables, mais leur disponibilité et les facilités qu'ils offrent poussent parfois les consommateurs à perdre le contrôle de leurs dépenses. Orange Money, Wari, e-Money, Free Money, MoneyGram, Wafakash, et la liste n'est pas exhaustive. Un petit geste du doigt sur son téléphone et les achats sont faits sans se déplacer. Selon Mayao, économiste financier, tout le danger est dans la simplicité. Le ménage, s'il ne fait pas attention, risque de dépenser beaucoup plus. Et vous savez très bien que le panier d'un ménage, c'est éparpillé entre des biens alimentaires, des biens de loisirs, mais aussi des biens éducatifs et des biens d'investissement qui peut être son logement. Donc, si on ne fait pas attention, on risque de dépenser pour des futilités. L'enseignant-chercheur à l'ISM, l'Institut sénégalais de management, conseille aux consommateurs de changer de stratégie. Au niveau des supérieures et autres, moi, je souhaiterais qu'on aille prendre l'argent liquide et d'aller payer. Comme ça, vous n'allez pas prendre beaucoup plus qu'il n'en faut parce que tu sauras nettement que si tu prends tel montant, voici tel montant qui te reste dans ton compte, alors que tu as un compte qui doit être fermé pour des biens de logement, surtout dans les cités urbaines. Ils ont des problèmes de logement et généralement ce sont des gens qui, des fois, ce sont des cadres supérieurs, voire même des cadres moyens. Si on en prend cet effet de monnaie électronique, c'est un autre risque qui les guette. La détention de monnaie fiduciaire ou billets de banque garantit plus de rationalité dans les dépenses. Dans une conjoncture difficile, l'économiste financier Mayao suggère la prudence, même si la monnaie électronique allie rapidité et efficacité. Et pendant ce temps, KFC débarque à Dakar. La célèbre chaîne de restaurants américaine s'implante au Sénégal et inaugure cet après-midi son premier restaurant dans la capitale. L'arrivée de KFC, quel impact sur le tissu économique? Quelle est la réalité du marché de la restauration dans le pays? Certaines expériences dans le passé n'ont pas connu de succès. Anna Rochard. Déjà présent dans 130 pays, KFC est l'une des chaînes de restauration rapide les plus populaires au monde. Depuis 2013, certains entrepreneurs sénégalais tentaient de convaincre les responsables de la multinationale de s'implanter au Sénégal. Aujourd'hui, c'est Anta Babacar Ngom, directrice générale du groupe Sedima, qui réalise un rêve d'enfance. Nous pensons que notre pays doit compter parmi les pays qui comptent, ne peut pas manquer d'une franchise telle que KFC. C'est une belle vitrine pour le pays, c'est une preuve quand même de stabilité, de croissance et ensuite de constituer les équipes au Sénégal pour montrer que l'expertise et l'expérience est là disponible. D'ici l'année prochaine, l'équipe de KFC ambitionne d'ouvrir 9 restaurants au Sénégal avec jusqu'à 60 employés par restaurant. Forcément, ça aura un impact positif sur l'économie sénégalaise, répond le docteur Seydina Oumar Sey, enseignant-chercheur à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Quand vous arrivez à absorber plus de 200 personnes par zone, et maintenant vous faites ça au niveau des régions, mais ça a un impact significatif sur l'activité économique du pays. Mais on se souvient encore des 2 milliards d'investissements pour des Tangana modernes au cœur de Dakar et le flop qui a suivi. Dr Sey prône l'accompagnement. Il faudra vraiment d'autres capitaines d'industrie qui vont aller dans ce type de coopération et ouvrir d'autres filières parce que
seulement l'industrialisation qui permette vraiment d'absorber de la main-d'œuvre. La directrice générale de Sedima, Anta Babacar Ngom, se rassure, des études de marché fiables ont été réalisées. Par ailleurs, la politique commerciale opte pour des prix qu'elle estime accessibles aux Sénégalais. KFC ne vient dans un pays qu'une fois que les statistiques répondent et que le marché est demandeur. Aujourd'hui, avec 1500 francs, on peut aller chez KFC et manger du très bon poulet. Mais en dehors de l'aspect économique, le Dr Sey rappelle qu'il est aussi important pour ce type d'investissement de se rapprocher au maximum des habitudes alimentaires des consommateurs. Midi 15, cette information que nous allons découvrir ensemble. Un détenu mort à la maison d'arrêt de correction de Diourbel. Il s'appelle Moussa Gueye, âgé de 46 ans. Précision de notre correspondant Babacar Diouf. Il était emprisonné pour usage présumé de chanvre indien. On y reviendra dans nos prochains rendez-vous d'information. Aujourd'hui, 5 octobre, c'est la journée internationale de l'enseignant. La Coalition nationale pour l'éducation pour tous a publié ce matin un communiqué pour plaider la revalorisation de la fonction d'enseignant au Sénégal. Siley Gorbalsi, le président de cette coalition, joint au téléphone par Pape Besdiba. On doit revaloriser cette fonction parce que l'enseignant est au cœur de la qualité. Comme nous voulons atteindre la qualité de l'éducation et particulièrement au Sénégal, avec la mise en œuvre du programme d'amélioration de la qualité de l'éducation, il faut vraiment valoriser cette fonction parce qu'on ne peut pas atteindre l'éducation de qualité pour un développement durable sans pour autant valoriser cette fonction qui est essentielle pour le développement et pour la promotion même de l'éducation. Les politiques qui sont en train de mise en œuvre participent, mais d'une façon quand même timide. Et c'est pourquoi nous lançons un appel en rapport à nos missions de veille et d'alerte, en rapport aussi à cette journée internationale de l'enseignant qui est célébrée à travers le monde par des organisations comme l'UNESCO, comme l'OIT, etc., qui vraiment donnent une importance capitale à l'enseignant pour vraiment atteindre une éducation de qualité. Et il ne faut pas danser plus vite que la musique. La journée internationale de l'enseignant, c'est bien demain, 5 octobre. Les travailleurs du site de ferraille de Rebeuss, près du centre-ville, ont eu d'énormes difficultés pour accéder à leur lieu de travail ce matin. Le Thor a des travaux sur la voirie du côté de ces quartiers de la capitale sénégalaise. Ils ne sont pas contents, ils l'ont fait savoir dans ce reportage de Djouma Diouf. Les jeunes ferrailleurs de Rebeuss sont en colère contre la mairie. Ils trouvent inadmissible que les travaux de rénovation du trottoir faits par des jeunes du quartier sur autorisation du maire bloquent l'accès à leur site. Cheikh Bassirou Gueye, l'un d'eux. On est plus de 2000 personnes et on travaille ici. Mais seuls les camions peuvent entrer la marchandise. Ils sont venus construire le trottoir et n'ont pas laissé accès à notre site alors que nous possédons tous un titre foncier. Selon Niao Nying, un des travailleurs, cette inaccessibilité peut être fatale si urgence se présentait. Ils ont construit le trottoir et n'ont pas laissé d'accès pour les piétons. Si jamais il y a incendie, les secouristes ne pourront pas accéder au site, de même s'il y a urgence ou quelqu'un qui est malade. Mort ne met pas de gants. Selon lui, les habitants de Rebeuss pensent qu'ils sont les seuls à avoir des droits dans le quartier. Les habitants de Rebeuss pensent qu'ils sont les seuls à avoir le droit ici, mais tel n'est pas le cas. On est tous égaux. Alors pourquoi construire un trottoir et laisser accès pour les uns et non pour les autres? C'est pas juste. Ces plus de 2000 jeunes ont vu leurs activités complètement gelées. Pas d'accès au site par voiture ou moto. Ils demandent la réaction du maire. RFM. L'actualité internationale. C'est le journal de Sorna Natambaye. Bonjour Sorna. Bonjour Babacar. 5 jours après le double attentat au Mali, le bilan s'est alourdi. Le ministre de la Défense parle maintenant de 38 soldats morts alors que le précédent bilan faisait état de 25 morts et d'une soixantaine de portés disparus. Par ailleurs, l'autorité annonce que 33 militaires ont été retrouvés en vie. Les détails avec Fatoumata Ali.
38 soldats, c'est désormais le nombre d'éléments que l'armée malienne a perdu suite à la double attaque. Le ministre de la Défense malienne, Ibrahima Dahirou Dembélé, a déclaré à la télévision nationale, je cite, « Je suis très fier de ces éléments, de ces parachutistes qui se sont battus sur la position. Mais malheureusement, après les décomptes, aujourd'hui, on a enterré 38 corps. » Fin de citation. Avec l'appui d'avions de chasse et d'hélicoptères de la force anti-djihadiste française Barkhane, les forces armées maliennes ont repris les camps. Les événements de Boulkessi ne font que confirmer la dégradation continue de ce pays en proie depuis 2012 aux insurrections indépendantistes, extrémistes et aux violences interethniques meurtrières. À cet effet, le gouvernement malien appelle à l'unité. Le ministre de la Défense, lui, a assuré que 33 soldats avaient été retrouvés en vie, dont 8 reçoivent des soins. Le gouvernement était soupçonné de minorer les chiffres. Les femmes et enfants de soldats avaient exprimé leur colère mercredi à Bamako. Rappelez que le Mali n'avait pas connu un tel bain de sang depuis le 17 mars au moins, quand une attaque djihadiste contre un camp de l'armée à Djoura, au centre du pays, avait fait près de 30 morts. En Guinée, un rapport de Human Rights Watch dénonce un recul du respect des libertés dans le pays. D'après le document, les autorités auraient interdit au moins 20 manifestations. Depuis juillet 2018, le gouvernement a invoqué dans ces cas des risques pour la sûreté publique et des dizaines de manifestants ont été arrêtés. L'ONG a mené des entretiens avec plus de 40 personnes sur la façon dont les autorités réagissent aux manifestations, notamment avec des représentants du parti au pouvoir et de l'opposition, des membres du Front national de la défense de la Constitution, des journalistes, des avocats, entre autres. Selon la directrice pour l'Afrique de l'Ouest à Human Rights Watch, dans ce contexte de débat politique, il est important de protéger le droit de manifester pacifiquement. La Guinée est dans une crise politique avec l'attente d'une déclaration du président Alpha Condé au sujet de son intention ou non de réviser la Constitution. Une réforme qui pourrait lui permettre de briguer un 3e mandat en 2020. L'opposition est déterminée à faire barrage. La Mauritanie, le dialogue politique se poursuit. Le président Mohamed Ould Ghazouani a reçu l'ancien Premier ministre Sidi Mohamed Ould Boubacar. Celui-ci est arrivé 3e lors de la présidentielle. Lors de cette entrevue, il a demandé au chef de l'État de mettre fin aux poursuites judiciaires contre des hommes politiques. Sidi Mohamed Ould Boubacar était en conférence de presse. Nous l'écoutons au micro de notre correspondant à Nouakchott, Mohamed Diop. Il convient également de noter que dans le domaine des libertés publiques, les choses n'ont pas changé, n'ont guère changé. Les citoyens mauritaniens est en droit de bénéficier, ça doit s'attendre à bénéficier de la protection de l'État, de la loi contre l'injustice, contre les poursuites injustifiées, contre les opposants et les hommes d'affaires tels que Mohamed El Bouamatou, Mustafa Olimam Shafi, Ahmed Baba Oul-Azizi, Ahmed El Dabbaq, les artistes comme Aoulad El Blad, les journalistes, Hanavi, Bella'amash, et tous ont droit à la protection de la loi, ont droit à la protection de leur pays. Les Mauritaniens, tout Mauritanien a droit à ce que son pays lui prête protection et que la justice doit être distribuée avec équité. On dialogue aussi au Cameroun, le dialogue national là-bas, dernier jour aujourd'hui. Oui, Babacar, des concertations pour mettre fin à la crise anglophone après l'annonce de l'abandon des poursuites judiciaires contre plus de 300 détenus. Une autre question est sur la table, la reconstruction des régions anglophones touchées par le conflit depuis 3 ans. Un projet articulé en 3 phases. Une première de 2 ans consacrée aux réparations à l'échelle des individus. La phase de 5 ans et la phase à long terme consacrée aux projets structurants. Mais certains se demandent s'il faut parler de reconstruction alors qu'il n'y a pas d'accord politique entre le gouvernement et les séparatistes. Un décret de cessez-le-feu est proposé pour pouvoir bien entamer le projet. Sur le Natambaï, c'était le journal international. Merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Le débat du jour, il porte sur la recomposition inévitable du champ politique sénégalais après les dernières actualités sur la libération de Khalifa Sall et sur la rencontre Abdoulaye Wade-Macky Sall, peut-être. RFM Sport.
Les sports, cher Tidiane Diagne, bonjour cher. Bonjour à vous Bakar, bonjour à tous. Le football, le tournoi de l'UFOA, un match de quart de finale ce soir et c'est un derby au stade de la Dior de Thiès. Oui, c'est à partir de 20h, ce sera entre le Burkina Faso et l'équipe du Ghana. Mais auparavant, à 17h, toujours au stade de la Dior de Thiès, la Mauritanie va en découdre avec la Gambie dans le tournoi dénommé Play Down. C'est un quart de finale. Alors, retour sur la rencontre hier du Sénégal qui a battu le Bénin sur le score d'1-0. Le Sénégal qui se qualifie ainsi en demi-finale. Le match donc qui a tourné en faveur de l'équipe du Sénégal. L'unique but de la partie a été inscrit par Philippe Pauline Kenny. Nous allons écouter sa réaction à l'issue de la rencontre. C'est toute l'équipe qui a travaillé. Bon, je suis rentré en deuxième mi-temps, j'ai eu l'opportunité de marquer, d'aider l'équipe à atteindre les demi-finales, mais je pense que c'est le travail de toute l'équipe. Défensivement, aujourd'hui, le Bénin était solide. On s'attendait à ça parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps de récupération, donc forcément, ils s'attendaient à ce que l'on parle au tir au but parce que c'est ça qui va les arranger. De plus, le temps va partir pour finir. Eux, ils vont être tout le temps solides parce que nous, on s'attendait à ça. Le coach nous a préparé à ça, à ce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps de récupération. Forcément, ils vont essayer de tout faire, de tout donner dans la défense. Donc on s'attendait à ça. C'est votre deuxième but avec la sélection sénégalaise. Aujourd'hui, la perspective pour vous avec la demi-finale. Les statistiques, c'est les gens qui disent ça, mais l'essentiel, c'est comme je dis, j'ai aidé mon pays à aller de l'avant. C'est ça qui compte. Des propos recueillis par Youssouf Bodian en demi-finale. Le Sénégal va croiser le vainqueur de la rencontre entre la Sierra Leone et le Mali. Match prévu dimanche à 20h. Demain, une autre rencontre de quart de finale à 20h toujours au stade de la Dior de Thiès. C'est le Togo qui va en découdre avec la Côte d'Ivoire, Babacar. La Ligue des champions en Afrique, le différent Génération Foot, Zamalek du Caire, le club égyptien qui fait dans la menace. Ah oui, c'est le terme. Il pète un câble et menace Augustin Senghor, président de la FSF, la Fédération sénégalaise de football, et Fatma Samra, secrétaire général de la FIFA, en mission de redressement actuellement à la Confédération africaine de football. L'Égyptien soupçonne les Sénégalais de vouloir trancher en faveur de Génération Foot. Intervention sur une chaîne de télévision égyptienne. Ils disent que nous les avons torturés, mais la seule torture que je vois, c'est qu'ils voulaient une danseuse et je ne pouvais pas leur en donner une. La Fédération sénégalaise de football et le président du club de Génération Foot sont vulgaires. Nous ne voulons pas engager une polémique ici. Mais à Fatma Samora, je dis ceci. Nous connaissons votre relation avec le président de la FIFA, ainsi qu'avec Issa Hayatou, ancien président de la Confédération africaine de football. Je t'avertis, si tu veux faire quoi que ce soit, Zamalek ainsi que son président ne sont pas petits. Et je t'avertis encore, avec tout le respect que je vous dois, à vous, au président de la Fédération sénégalaise de football et à toutes les équipes sénégalaises en dehors de Génération Foot qui reçoivent des fonds d'origine inconnue. Ambiance. La suite de ce journal des sports, le basket. Oui, et c'est pour parler de la Coupe du Sénégal en messieurs, des rencontres de demi-finale, retour qui vont se jouer demain au Stade Marius Ndiaye. À 17h, Duc fera face à l'équipe de l'Union sportive de Ouakam. Lors de la manche aller, les étudiants l'avaient remporté par 69-59. L'autre rencontre était beaucoup plus serrée entre l'AS Douane et l'ASFA qui vont se retrouver à nouveau. Match aller remporté par les Gablous 63-57. Sodetiam pour les enjeux des deux rencontres de demain. Vice-champion en titre, l'AS Douane et le Duc sont les deux clubs vainqueurs des demi-finales allées de la Coupe du Sénégal. Les douaniers avaient battu l'ASFA par 6 points d'écart, ce qui rend cette manche retour difficile, nous dit l'entraîneur de l'AS Douane, Mamadou Gueye Pabi. Brouillon avec beaucoup d'engagement, comme la dernière fois, mais il va falloir se concentrer de la première à la dernière seconde pour pouvoir remporter ce match. Parce qu'au match aller, le score est que de 6 points. 6 points, c'est absolument rien en basket et ça peut basculer d'un moment à l'autre. Il va falloir se concentrer, mettre beaucoup d'énergie pour pouvoir remporter ce match. De l'autre côté, le Dakar University Club avait gagné avec une marge de 10 points face à l'US Ouakam. Pas suffisant selon l'entraîneur du Duc. Parfait adjuvant s'attend à un match beaucoup plus difficile. C'est compliqué. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut essayer de travailler davantage, être présent du début jusqu'à la fin. C'est un match de basket, c'est un match d'émotion aussi. Donc nous allons avec l'envie de gagner, de faire la même chose, de venir de gagner. Avec l'engagement, tout ça. Ensuite, au bon Dieu, nous allons réussir ce défi. Nous attendons un défi, un match costaud, un match très compliqué quand même.
Il faut le reconnaître. A rappelé que le tenant du titre, Saint-Louis Basket Club, a été éliminé depuis les 8e de finale par la Jeanne d'Arc qui a été sortie par la suite par l'ASFA au quart de finale. Les matchs retour des demi-finales de la Coupe du Sénégal sont prévus au Stadium Marius Ndiaye ce samedi. Sodetiam pour la dernière note de la page des sports, Babacar. Cher Tigan Diagne, les sports, merci. RFM, la presse du jour. La revue de presse présentée par Pabès Diba. Bonjour. Orage au désespoir. L'Observateur reparle ainsi des fortes pluies de ces dernières heures dans le pays. Mais Thiès et Dakar semblent en faire plus les frais. Ce que ça donne, c'est qu'une femme a été tuée à Thiès, alors qu'à Dakar, plusieurs écoles restent impraticables. Vox Pop précise que Penda Sissoko, 39 ans, est victime de l'effondrement du bâtiment de la direction régionale du commerce. Ndei Penda, dont la photo est en page 1 de l'Observateur. À propos d'ailleurs des orages, l'Obs prévient qu'ils vont se poursuivre jusqu'à la mi-octobre selon la météo. Tout autre chose, mais avec l'Observateur toujours, qui a enquêté sur la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide, la DER, qui a déjà injecté plus de 10 milliards de francs, peine à se faire rembourser. C'est parce que, explique dans le journal Mohamed Dia, expert financier, le mécanisme utilisé par la DER était prédestiné à échouer. Il s'y ajoute, d'après l'Obs, une légèreté dans le financement et le clientélisme politique. Les 4 P en mode fast track, à lire en pages 4 et 5. Nomination de Amadou Lamine Dieng à l'IPRES. La CNTS s'oppose à Macky, titre le quotidien. L'IPRES estime la centrale de Modiguiro n'est pas la propriété de l'État pour que le président nomme quelqu'un à sa tête. Sucré salé dans le quotidien toujours souligne que le décret de Macky suscite déjà des interrogations. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le président choisisse un DG à l'IPRES? Est-ce à cause de la bataille Racine Si Mbeng qui a provoqué l'exil du maire de Tivaouane à la SNHLM? Autant de questions qui laissent entrevoir que le débat va se poursuivre si l'on sait que les retraités ont toujours leur mot à dire dans la gestion de leur boîte. Sur ça, avec le non-respect par certains pays voisins de la réglementation sur la couverture téléphonique en zone frontalière, le confrère indique qu'en plus de pouvoir facilement brouiller ou écouter les communications de nos différents services de sécurité, ces interférences font perdre annuellement environ 75 milliards de francs CFA aux opérateurs de téléphonie mobile au Sénégal. Le journal prévient donc des dangers qui nous guettent face à ces pays qu'il assimile à des États voyous. Restons avec Sourça qui fait casse matin d'une grosse bourde d'Abdou Karim Sall à Touba. Mon confrère explique en effet que le ministre de l'Environnement et du Développement durable en visite pré-Magal s'est carrément fourvoyé en confondant le khalife général des Mourides à celui des Tidjanes. Pour Sourça, c'est comme qui dirait que l'histoire bégaye, car il n'y a pas longtemps, le ministre Serigne Mbaye Thiam en visite à Touba a cru devoir s'adresser à feu le khalife général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, alors qu'il parlait de l'actuel en l'occurrence Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. C'est peu dire que Macky Sall ne goûtait véritablement les sorties de Moustapha Diakhaté. Du coup, s'est installé un froid entre les deux, mais à en croire l'as, c'est le dégel. Pour le confrère, c'est Marième Faye Sall qui a réconcilié Macky Sall et Moustapha Diakhaté au détour de l'inauguration du Dara moderne Rama à Diamniadio. Il faudra trouver quelqu'un pour réconcilier Wade et Oumar Sarr. L'ex numéro 2 du Parti démocratique sénégalais, en dépit de son remplacement par Wade au sein du front de l'opposition, va rester au FNR avec Soukali Sopi, nous dit Les Échos. Oumar Sarr d'indiquer d'ailleurs dans le journal qu'indépendamment de leur décision, moi, j'avais décidé de ne plus les représenter depuis le 8 mai. Terminons avec cet entretien exclusif que le roi des arènes Modulo a accordé au quotidien sportif Record. Modulo, à propos de Balla Gaye, dit « Balla n'est pas ma bête noire ». Bonne lecture à toutes et à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? On y est, point de vue avec Hassan Samb, journaliste, directeur de la publication du quotidien Réumi. Bonjour.
Oui, bonjour, Babacar, bonjour à tous. Maurice Soudjek John, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Bonjour, merci de participer à notre débat du jour, Maurice Soudjek John. Bonjour. Alors, la recomposition inévitable du champ politique sénégalais, de l'espace politique après les dernières donnes. Khalifa Sall élargi de prison après sa grâce présidentielle obtenue dimanche. Il y a aussi Abdoulaye Wade et Macky Sall. Quelle liaison dans un futur proche? D'abord, Maurice Soudjek John, on parle de Khalifa Sall et de ses activités politiques apparemment qui reprennent sous la bannière de visites de remerciements auprès de personnalités, auprès de certains de ses militants. Mais là, il est carrément dans l'activité politique, non? Bien entendu, Khalifa Babacar Sall, d'abord a dit clairement qu'il n'avait pas demandé, qu'il n'avait pas sollicité la grâce présidentielle, parce que pour lui solliciter la grâce, c'était accepter les accusations qui ont été formulées à son égard, ainsi que l'acharnement politico-judiciaire dont il a été victime. C'est pourquoi, à sa sortie de prison, il a tenu à marquer son intention, sa volonté, son ambition à poursuivre ses activités politiques à travers des actes forts, notamment la visite de Massalikul Jinane, ensuite la visite à Tivaouane, la visite à d'autres personnalités religieuses. Annoncé à Touba aujourd'hui. Hassan Samb, je me tourne vers vous. Est-ce que ces deux faits-là, enregistrés la semaine dernière, Massalikul Jinane rencontre Wade Macky, dimanche, libération de Khalifa Sall, vont pousser à ce que les lignes bougent dans l'espace politique? Forcément, non? Forcément, oui. Ne serait-ce que par la sortie de Khalifa Sall, qui, si on en croit Barthélémy Diaz, un de ses proches, va s'appuyer sur une large coalition pour réconforter sa position politique. Donc, clairement, à ce niveau, les choses sont claires. Cependant, on attend quand même que Khalifa, aussi bien Khalifa que Karim, soit amnistiés. C'est vrai qu'ils sont graciés, mais on attend qu'ils soient amnistiés. Si, bien entendu, le retrouvailles se confirme, le souhait d'Abdoulaye Wade, l'ancien président, c'est que son fils soit amnistié, et aussi bien son fils que Khalifa Sall. Et donc, si c'était le cas, et bien entendu, on attend de voir, si c'était le cas, bien entendu, il y aura reconfiguration profonde de l'espace politique. Quelque part, le PDS donc, va redynamiser son action politique. Et bien entendu, au niveau de Manko également, quelque part, les gens vont continuer à travailler et essayer de porter haut le flambeau de Khalifa Sall, incarné par Khalifa Sall. Donc, quelque part, il y aura forcément reconfiguration, mais du côté du régime, on nous souffle que Macky attend de s'accouder sur le PDS, une certaine alliance avec le Parti démocratique sénégalais. Donc, si les retrouvailles se poursuivent, on pourrait aboutir à cette alliance entre le PDS et ça, c'est une question pour Maurice Soudjek John. Est-ce que une alliance Abdoulaye Wade-Macky Sall, il est évidente? Je ne pense pas que ce soit une alliance évidente. Je ne pense même pas qu'elle soit une alliance pertinente, puisque la constitution et la consolidation de Benno Bokk Yakaar a été faite sur la base d'une victoire sur Maître Wade et ses alliés en 2012. Donc je ne vois pas comment, par quelle alchimie politique, le président Sall va laisser Benno Bokk Yakaar, qui a jusque-là porté ses ambitions, pour chercher à se rapprocher du PDS. Maintenant, ce rapprochement peut être un début pour obtenir peut-être l'amnistie, en tout cas le retour effectif de Karim Wade et la poursuite de ses activités politiques. Quelle en sera la forme juridique? Beaucoup avancent l'idée d'une amnistie qui semble être plus pertinente et plus probable, parce que la révision du procès pose problème, dans la mesure où ce qui est mis en cause, c'est l'institution même de la CREI. Donc comment vous pouvez mettre en cause l'institution qui a condamné Karim Wade ainsi que les procédures de cette institution-là et vouloir une réouverture de ce procès à travers cette institution? Une amnistie générale, Maurice Soudjek John, peut-être que vous ne m'entendez pas très bien, mon technicien va améliorer votre retour. Est-ce qu'une amnistie générale ne risque pas d'être une grosse imprudence de Macky Sall s'il a encore des ambitions pour son camp politique pour l'horizon 2024, la prochaine présidentielle?
Oui, exactement. Parce qu'en réalité, il a eu à fermer le jeu et à obtenir donc un second mandat. Et aujourd'hui, il est en train de poser des jalons vers une probable réouverture du jeu, mais cette réouverture du jeu, naturellement, va fragiliser son propre camp, et donc le président se trouve dans une situation assez difficile face à un dilemme cornélien qui va consister à poser les actes relatifs à la transition politique, c'est-à-dire à sa succession qu'il est tenu d'organiser. Merci Maurice Sudjek-John. Hassan Samb, alors qui va gagner, qui va perdre? Karim Wade et Khalifa Sall étaient absents pour les raisons que l'on connaît à la dernière présidentielle. L'horizon 2024, pour ceux qui ont marqué des points à la dernière élection présidentielle, on peut donner l'exemple d'Ousmane Sonko. Si Khalifa Sall et Karim Wade effectuent leur retour dans l'espace politique, pourront-ils s'en sortir des personnalités politiques comme Ousmane Sonko? C'est justement, à mon avis, la stratégie de Macky Sall. Il joue sur deux tableaux. Autant il essaie de se rapprocher du Parti démocratique sénégalais, autant il essaie de jeter, entre guillemets, Khalifa Sall dans l'opposition pour perturber un peu ou affaiblir simplement Idrissa Seck et Ousmane Sonko. Et la tâche sera encore plus difficile pour Idrissa Seck et ces deux derniers si jamais Khalifa Sall se positionnait correctement avec certainement une amnistie. Ce serait beaucoup plus difficile parce qu'il bénéficie actuellement d'un capital confiance et capital sympathie assez intéressant de la part de l'électorat sénégalais, ça c'est clair, du fait de son séjour en prison. Donc quelque part ça va être difficile, mais je pense que le calcul de Macky c'est justement d'affaiblir davantage ces deux-là parce qu'il souhaiterait davantage voir peut-être arriver un Khalifa Sall que de voir arriver un Idrissa Seck ou un Ousmane Sonko pour des raisons que l'on sait, ces deux-là étant souvent beaucoup plus durs dans les attaques, n'est-ce pas? Et la difficulté de Macky, le caractère délicat de sa position, est lié au fait que justement il est en train de réfléchir pour voir comment il va sortir en 2024. Est-ce qu'il va laisser quelqu'un comme Aziz l'a fait avec Ouazzani, avoir quelqu'un qui lui est assez proche pour ne pas inquiéter justement ses proches, excusez-moi de la répétition, ou bien est-ce qu'il va essayer de tenter un troisième mandat? Tout cela, je pense que fait l'objet de discussions, de réflexions à son niveau, et il est en train de voir un peu comment faire, et le PDS pourrait être un allié de taille dans les plans, les stratégies qui seront mises en place dans les prochains jours, je pense. Et bien entendu, c'est pour cela que les retrouvailles avec Abdelhad l'arrangent beaucoup, et il tente de semer la zizanie dans l'opposition en l'affaiblissant davantage avec, bien entendu, l'arrivée ou l'élargissement de Khalifa Sall. Alors, il faudra peut-être dans l'analyse être pointu sur le poids des uns et des autres. Maurice Sudjek-John, est-ce que le Khalifa Sall d'avant présidentielle 2019 est forcément le même que celui que l'on connaît après la grâce présidentielle dont il a bénéficié dimanche dernier? Oui, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que Khalifa Ababacar Sall, qui jusque-là avait une aura, une représentativité circonscrite à Dakar, aujourd'hui est en train de gagner en sympathie. Et on a vu que dans l'histoire politique du Sénégal, les hommes politiques qui ont été considérés comme ayant été victimes d'injustices flagrantes ont eu un capital de sympathie, un capital politique beaucoup plus grand en termes de popularité. Et je crois que Khalifa Ababacar Sall semble profiter de cette donne dans la vie politique sénégalaise. Donc le Khalifa d'avant, c'était un Khalifa qui contrôlait Dakar, et aujourd'hui, ce Khalifa-là est un Khalifa qui est renforcé, conforté, réconforté dans ses ambitions nationales avec cette aura, cette nouvelle popularité due aux épreuves qu'il a endurées. Alors 30 secondes, Hassan Samb, 30 secondes, tout cela rend intéressante l'échéance 2024. Absolument, une échéance pleine d'enjeux où le président se demande comment il va se positionner. C'est très délicat pour lui, mais également délicat pour Idrissa Seck, qui peut-être va perdre un allié de taille en la personne de Khalifa Sall, et Ousmane Sonko qui est en train de se chercher. Est-ce qu'il va pouvoir percer? Voilà des questions
assez intéressantes. Voilà. L'avenir nous réserve des choses assez intéressantes. Mais tout dépend d'Abdoulaye Wade, de sa position, de sa posture. Abdoulaye Wade qui s'érige de plus en plus en maître du jeu politique. Et il est toujours là, présent, Abdoulaye Wade. Et on attend bien entendu le retour de son fils Karim dans les prochains jours certainement. Merci Hassan Samb, journaliste, patron du journal Réumi, un quotidien d'information générale. Merci également au professeur Maurice Soudiek-John, enseignant, chercheur en sciences politiques à l'UGB de Saint-Louis. 12h45, c'est la fin de ce grand journal. Merci.